Bonjour chers passagers, les images qui ont été tournées sont ceux du débarquement de Normandie du 6 juin 1944, il y a près de 80 ans déjà. Et oui, pour être précis, c'est une invasion pour les Alliés et un débarquement pour les Français. Mais ce ne sont que des termes pour désigner une attaque de grande ampleur qui a marqué l'histoire au fer rouge. Et je vais vous en parler sur le plan stratégique et tactique, sans oublier bien évidemment le côté humain et matériel. Mais d'abord, un peu de contexte. Car on ne peut parler du Day Days sans parler du contexte qui a mené les Alliés à débarquer en Normandie. En juin 1944, les Boches occupent une grande partie de l'Europe. À l'est, ils doivent faire face à l'URSS. Au sud, les Alliés leur ont arraché le nord de l'Afrique avec l'opération Torche du 8 novembre 1942. En 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile avec l'opération Husky. Et avant le D-Days, les Alliés ont avancé depuis le sud de l'Italie et libéré une bonne partie de la botte italienne. Tandis qu'à l'ouest, les Allemands ont fortifié leur position avec le célèbre mur de l'Atlantique, semblable à un collier de perles entre fortifications et lieux moins défendus. Et seul le Royaume-Uni, qui malgré le Blitz non donné au bombardement massif allemand sur l'Angleterre, et qui résiste grâce à la RAF et à sa victoire durant la célèbre bataille d'Angleterre, et qui tient bon face aux nombreuses bombes volantes V1 et V2, armes terribles qui frappent au hasard, femmes, enfants, civils, vieillards, tout le monde, peut servir de point de départ à l'ouverture d'un second front. Mais avant de débarquer, il s'agit de savoir où.
débarquer. Débarquer à Calais semble être un bon choix, puisque de Douvres à Calais, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire en fait. Mais les Allemands ne sont pas bêtes. Ils ont fortifié Calais et ajouté des troupes militaires. Alors ils ont choisi la Normandie pour débarquer. Et pas sans raison, car c'est assez proche des bases de la RAF, pardon, et les avions ont une autonomie très limitée à l'époque. Parce que les plages de la Normandie sont larges et profondes pour débarquer les hommes et le matériel. Et parce que c'est moins défendu. Donc il ne reste plus qu'à débarquer. Non, car une lourde préparation est vitale, c'est ainsi que plusieurs ports du sud d'Angleterre sont utilisés pour masser des troupes et du matériel en quantité suffisante en préparation de l'attaque. D'abord, Portsmouth, qui est l'un des principaux ports d'embarquement, où des milliers de soldats et une grande quantité de matériel ont été rassemblés. Southampton, un autre port majeur utilisé pour le rassemblement des troupes et du matériel. Southampton a joué un rôle crucial durant l'embarquement des forces alliées. Portsmouth, ce port a également été utilisé pour le rassemblement des troupes, et particulier celles venant des États-Unis d'Amérique. Westmouth, ce port a servi pour l'embarquement des troupes, notamment des divisions britanniques et canadiennes. Dover, bien que plus connu pour sa proximité avec le continent, Dover a également été utilisé pour préparer les troupes et le matériel. Et c'est toujours dans le sud d'Angleterre que les troupes alliées se sont entraînées et ont été logées dans plusieurs camps répartis au sud de l'Angleterre, avec l'ordre formel de ne rien dire du débarquement, pour éviter au maximum toute fuite d'informations concernant l'attaque. Car si les Allemands advenaient à apprendre que des troupes sont massées dans le but de débarquer en Normandie, l'attaque serait à coup sûr un échec, je pense. Et justement, les Allemands ont continué de croire que les Alliés allaient débarquer à Calais grâce à l'opération Fortitude, qui n'avait que pour seul but de continuer de faire croire aux Allemands que les Alliés allaient débarquer à Calais et nous en Normandie. Ils ont été dupés. Pour réussir cette opération, des chars gonflables et autres matériels factices ont été déployés, des espions ont infiltré l'ennemi pour propager de fausses informations sur le lieu réel du débarquement, les communications ont été délibérément noyées de fausses informations sur le lieu de l'attaque, etc., afin que les Allemands soient dupés à 100%. Et juste avant l'attaque, les Alliés ont envoyé des avions pour perturber les antennes radio de l'ennemi en lâchant des shaft windows, des sortes de rubans paillettes. Bref. Mais ne faut pas négliger l'importance de la résistance, car la résistance aussi a eu son rôle dans le succès du débarquement. Car à la radio le soir du 1er juin, on pouvait entendre un message codé qui annonçait le début du débarquement. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Un second message codé ordonne aux résistants de saboter les voies ferrées, lignes téléphoniques, télégraphiques et les ponts et routes. Dans la soirée du 5 au 6 juin, les bombardiers alliés ont bombardé les positions ennemies en préparation de l'attaque
Plus précisément, les points stratégiques des Allemands. Toujours dans la nuit du 5 au 6 juin, les parachutistes alliés sont largués derrière les lignes ennemies dans le but de prendre la ville de Sainte-Mère-l'Église pour couper l'arrivée des renforts qui viendraient de Cherbourg. Tandis qu'un commando anglais a été envoyé en planeur pour prendre le pont du Pegasus Bridge, dans le but de couper l'arrivée de renforts qui viendraient du nord. Et d'autres parachutistes ont été largués dans l'arrière du pays pour préparer et baliser une piste d'atterrissage. Pendant que les parachutistes étaient envoyés au front, 137 navires de guerre et 4000 bateaux de débarquement ont pris la mer direction la Normandie. Non, mais non, je ne vais pas crier. Avec à leur bord 156 000 soldats, dont le célèbre commando Kieffer. Les dragueurs de mines ont ouvert la voie pour les autres navires, puis les bateaux ont ouvert le feu pour pionner les positions ennemies, et les hommes ont été chargés dans les barges de débarquement et le matériel aussi. Le plan de débarquement devait se dérouler comme ça. Petit 1, des chars amphibies sont mis à l'eau dans le but d'atteindre la plage et de détruire les bunkers. Petit 2, les troupes du génie entrent en action avec des chars dits spéciaux. Le char Fléau qui démine la plage, et le char Bobine qui déroule un tapis pour que les troupes ne s'enlisent pas. Et après cette grosse préparation de terrain, l'infanterie entre en action, dont le commando Kieffer composé de 177 hommes. Si dans le reste de la plage, tout s'est passé plus ou moins comme prévu, dans le secteur d'Omaha Beach, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est un massacre pour les soldats US. Car, de 1, les tirs des navires ont manqué complètement leur cible, qui était le blocos. Et de 2, les chars amphibies ont été mis à l'eau trop loin et ont coulé, fatalement. Malgré cela, les troupes US ont quand même réussi à prendre la plage. Et au soir du 6 juin 1944, 150 000 hommes ont embarqué sur les côtes de la Normandie. Mais rien n'est encore gagné, puisque les Alliés n'ont pas de port pour débarquer les hommes et le matériel afin de poursuivre le combat. Car sans la logistique, ce qui a gagné le 6 juin 1944 peut être perdu. Alors les Alliés ont une idée de génie. Créer tout bonnement un port flottant. La seconde division blindée française commandée par le général Philippe Leclerc n'a pas pris ce port flottant pour débarquer. Elle a posé le pied, ou les chenilles plutôt, de chars sur la plage de Utah Beach le 1er août 1944, soit bien plus tard après la date du débarquement. Et le 25 août 1944, cette même division est entrée dans Paris. Alors cette division de chars a connu plusieurs combats, mais c'est vraiment la libération de Paris qui a marqué au fer rouge l'histoire de cette division Leclerc. Le débarquement de Normandie ne s'est pas fait sans perte, bien évidemment. Les pertes alliées américaines, environ 2499 tués, 3184 blessés, 1928 disparus et 26 capturés, au total environ 7657 pertes. Les Britanniques, quant à eux, ont eu 1000 tués, blessés ou disparus. Les Canadiens, environ 946 pertes, comprenant 335 tués, 521 blessés et 90 capturés. Les Alliés, enfin les autres forces alliées, les troupes françaises libres et d'autres autres alliés, des troupes françaises libres et d'autres nations ont également participé, mais leurs pertes étaient proportionnellement moindres. Total estimé des pertes alliées pour le jour J, environ 10 000, dont environ 4 414 tués. Pertes allemandes, les estimations varient, mais les pertes allemandes le jour J sont approximativement estimées à entre 4 000 et 9 000 hommes, incluant les tués, blessés et capturés. Total combiné des pertes pour le jour J, pertes totales entre 14 000 et 19 000. Tués totaux, le nombre de tués exact est difficile à déterminer pour les Allemands,
mais les pertes alliées incluent environ 4414 tués. Le jour J a été un jour sanglant, mais fut une victoire pour les Alliés. Mais tout aurait pu changer si Hitler et Rommel avaient été présents. Car en effet, Rommel était en Allemagne le jour du 6 juin 1944 et le petit moustachu raciste dormait et personne ne voulait prendre le risque de le réveiller. Ce qui est complètement con pour un général. Bref. Voilà, chers abonnés. Je pourrais en dire bien plus encore, mais je vous recommande l'émission de C'est pas sorcier, le débarquement en Normandie, qui se trouve sur YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'était Louis Lafayette, votre commandant de bord.